Destiné, comme je disais, sur le côté médico-social essentiellement et religieux, sensibiliser la salle. Ce sont des sujets que nous avons traités à plusieurs reprises, mais il est important, avec la présence, qu'on soit sensibilisé à cette problématique qui est, en fait, pas seulement l'avortement, mais c'est la problématique globale des grossesses non désirées, et ça c'est très important d'en parler. Alors, j'espère que ça va marcher. Oui. Donc, il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles les grossesses peuvent être vraiment non désirées. C'est quand, par exemple, il y a un échec, une absence de contraception, en cas de viol, en cas d'inceste, en cas de fille mineure, 13-14 ans, ou peut-être moins plus, en cas de femmes périménopause qui se croyaient à l'abri d'une grossesse et qui finalement tombent dans ce piège d'une grossesse non désirée, les jeunes filles qui ont des pathologies psychiatriques, des retardés mentales, des femmes ou des couples de femmes qui ont des malformations fœtales graves, voire létales, ou qui vont engendrer un lourd handicap psychomoteur, certaines situations sociales dramatiques qu'une famille pourrait vivre éventuellement, et enfin, bien entendu, les grossesses mettant en jeu la vie ou la santé de la mère. La question qui se pose, est-ce que nous avons le droit dans ces situations-là, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, nous autres médecins, tous les jours nous recevons des situations comme ça, qui demandent à se faire justement interrompre la grossesse. Mais la question qui se pose, est-ce que la loi nous permet de faire cela? Eh bien, malheureusement, la loi dit absolument non, sauf, j'ai mis en tout petit, sauf quand la vie ou la santé de la mère est mise en jeu, mais le problème de santé est malheureusement mal compris, ce qui fait, ça engendre, ça ne regroupe que finalement 5% des situations réelles que vit la société, et que la loi justement autorise. Que ferons-nous des 95% des situations autres? Et pourquoi? Ben parce que nous avons malheureusement un dispositif législatif qui est très restrictif, et comme je dis toujours, trop de lois tue la loi. Quand la loi est très restrictive, eh bien, on va vers la clandestinité, malheureusement. Juste pour vous dire, à travers le monde, et ça, cette carte est très significative. Pourquoi significative? Regardez avec moi, tous les pays du Nord, tous les pays développés, ben 95% au moins de ces pays ont légalisé complètement l'avortement. Ils ont leur morale, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie, ils ont leur religion, et malheureusement, ils n'ont pas trouvé de solution que de légaliser l'avortement. Malheureusement, les pays en voie de développement, je pourrais dire, quand ils ont des problèmes, eh ben, ils les enfoncent, ils les enfoncent, ils les enfoncent, ils les enfoncent, jusqu'à ce que ça un jour, voilà, on met des œillères, on met véritablement, on ne veut pas en parler, on met un voile devant les yeux, jusqu'à ce que ça explose un jour. Eh ben, il ne faut pas que ça explose. Il faut absolument traiter, prendre le taureau par les cornes et régler ce problème définitivement. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit sur cette carte, ce sont ces pays-là, regardez les pays du Sud par rapport aux pays du Nord, les pays du Nord ont légalisé, les pays du Sud non. En Afrique, 2 pays seulement ont légalisé. C'est l'Afrique du Sud, qui est un pays pas sous-développé, un pays bien développé, et la Tunisie, qui est un cas particulier. Et on voit également que c'est dans ces pays qui n'ont pas justement légalisé où il y a le plus grand ou le plus fort taux de mortalité maternelle, ça veut tout dire. Alors, comme je disais, trop de lois tuent la loi, et donc, quelles sont les conséquences de ces grossesses non désirées? Malheureusement, quand une personne, on a beau essayer de dissuader une personne de ne pas aller se faire avorter, quand elle a des raisons à elle, et des raisons qui sont très personnelles, et qui sont absolument, vous imaginez avec moi toutes les raisons qu'elles peuvent avoir justement pour aller se faire avorter, eh bien malheureusement, elle va aller vers la clandestinité. Et alors il y a 2 types d'avortements, soit l'avortement médicalisé vers les médecins, gynécologues, généralistes, chirurgiens ou autres. C'est par centaines que ça se fait chaque jour, c'est très lucratif certes, ça va de 1500 jusqu'à 10 000 dirhams, mais avec un stress incarcéral. Mais d'autres n'ont pas du tout les moyens. Au fait, au Maroc, il y a 3 catégories sociales. Il y en a qui sont très riches, qui prennent l'avion, qui vont en Europe et qui se font avorter légalement. Il y en a qui sont de la société, la majorité, qui vont vers le médecin, mais il faut quand même avoir ces 2 000 ou 3 000 ou 5 000 dirhams. Et il y en a qui n'ont strictement rien, qui ne peuvent pas payer cela,
et qui vont aller se donner un avortement non médicalisé, qui est encore beaucoup plus dangereux et qui va justement engendrer des complications très graves. Par les herboristes, par les faiseuses d'anges, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et là, rapidement, je voulais vous dire, qu'est-ce qui m'a fait révolter véritablement? C'est de voir tous les jours des complications comme celle-ci. Je vous donne un exemple sur chacune de ces complications. Regardez, des jeunes femmes, soit qui viennent avec des introductions d'objets contondants dans l'appareil génital et qui en meurent par la suite, d'autres qui utilisaient, maintenant on utilise moins cela, c'est le comprimé de permanganate de potassium, ou encore d'autres, je ne veux pas, j'ai pas le temps de vous donner les témoignages exacts, celles qui utilisent des instruments qui sont souillés et qui ont le tétanos post-abortif par exemple, ou encore celles qui ont absorbé n'importe quoi pour se faire avorter et qui arrivent en état d'intoxication aiguë. C'est vraiment des situations que nous voyons tous les jours. Et celles qui finalement ont dépassé l'âge, qui arrivent à 20, 22 semaines, 23 semaines, 24 semaines de grossesse, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles montent une aiguille à tricoter, elles remplissent leur poche des os et elles nous arrivent à l'hôpital. Nous ne pouvons strictement rien faire, sinon que de terminer le travail, parce que ces femmes-là vont faire une septicémie, et que de toute manière, jamais elles ne pourront continuer leur grossesse et donner un enfant viable. Et donc elles vont accoucher d'un prématuré de 600, 700, 800 grammes, qui ne vivra jamais, et ça engendrera un risque pour elles et des frais pour la société et donc des frais pour la santé publique. D'autres conséquences, ce sont celles qui, finalement, se résignent à poursuivre leur grossesse. Ben là, alors, elle va accoucher, eh ben, c'est les abandons d'enfants, les rues, les orphelinats, malheureusement, nous en voyons plein dans ce paysage que nous voyons dehors. Ça fait vraiment très mal au cœur. Ça encore, ce sont des charges socio-économiques très élevées. Et nous avons eu, en 2007, je me rappelle, une femme qui a accouché de triplés et qu'elle a abandonné tous les trois en même temps. Un mois plus tard, c'est la loi de la série qui a accouché de jumeaux et qu'elle a également abandonné. Tous les jours, les infanticides, les commerces d'enfants, et encore, ces enfants-là, s'ils survivent, quel est leur avenir par la suite? Certainement la délinquance. Et là, les sociologues nous diront comment évoluent justement ces enfants abandonnés dans la rue, quel est leur avenir par la suite. Autre conséquence, vous voyez qu'il y a une cascade extraordinaire de conséquences en rapport avec les grossesses non désirées. Les suicides, celles qui finalement n'ont pas eu la possibilité justement d'aller se faire avorter, eh ben, elles vont aller vers le suicide. Et là, je me rappelle déjà quand j'étais interne, tout jeune, dans les années 80, on voyait souvent des jeunes filles arriver en tentative de suicide quand on les examinait, qu'elles étaient enceintes. Autre conséquence encore, l'expulsion du giron familial. Quand les parents se rendent compte que leur jeune fille, que leur fille est enceinte, première chose, c'est le coup de pied. Cette fille n'aspirait certainement pas à cela, elle aspirait à un foyer. Mais quelqu'un finalement lui a tourné autour et elle est tombée dans ce piège de grossesse non désirée. C'est dommage, c'est malheureux, et bien la famille ne comprend pas ça, elle la met dehors et finalement elle n'a aucun moyen de subsistance sinon la prostitution. Donc on aura poussé une jeune femme qui avait envie de fonder un foyer d'aller vers la prostitution. Autre conséquence, les crimes d'honneur, ça existe, je veux en passer, et encore l'incarcération des médecins. Il y a un certain nombre de médecins, malheureusement, qui sont en ce moment incarcérés parce qu'ils ont pratiqué à tort ou à raison l'avortement. Quelles sont les solutions? Eh bien, c'est certain qu'il faut de la prévention. Je suis absolument pour la prévention. Nous sommes nullement pour l'avortement. Nous sommes pour la prévention. Et la prévention par l'éducation sexuelle. Les écoles, les associations, les parents, il ne faut plus que ça soit un fait, mais aussi par la promotion des méthodes de contraception efficaces et la contraception d'urgence qui existe et qui peut être un échappatoire. Mais la véritable solution, c'est l'égalisation de l'avortement du moins partiel. Alors là, depuis maintenant 10 ans que nous travaillons. L'AMLAC existe depuis 2008, nous travaillons, nous avons fait un débat national, nous avons milité en sensibilisant l'opinion publique, en faisant des conférences, en sensibilisant les médecins par un débat au Conseil de l'Ordre, en interpellant les responsables politiques, en faisant une lettre ouverte aux législateurs, des journées d'études au Parlement et à la deuxième chambre, un mémorandum au comité qui rédigeait la Constitution. Nous avons essayé de tout faire. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout cela aussi.
Parce que, véritablement, maintenant, aujourd'hui, si en 2008, on ne pouvait pas avoir autant de monde, aujourd'hui, on l'a, et ça, c'est excellent. Alors, ce que nous proposons, justement, mais là, c'est la diapositive la plus importante, c'est celle-ci. L'article 453 que nous avons dit, c'est lui, ça c'est l'article qui existe actuellement, qui autorise l'avortement quand la santé de la mère est mise en jeu, la vie ou la santé de la mère est mise en jeu. Et voici notre proposition. Comme je disais, nous ne sommes nullement à faire, nous, les projets de loi, mais ce que nous proposons, c'est que l'avortement, c'est toujours cet article 453, mais que l'avortement n'est pas puni quand il vise à sauvegarder la santé physique, mentale ou psychique ou sociale de la mère. Ça, c'est très important. Certains diront que c'est trop large. C'est pour cela que nous pensons qu'il serait véritablement judicieux de faire des comités d'éthique au niveau de chaque grande province, au niveau de chaque grand chef-lieu. À ce moment-là, dans l'hôpital préfectoral de cette province, qu'il y ait un comité d'éthique constitué, par exemple, de 6 membres, un gynécologue, le médecin-chef préfectoral, un gynécologue, un psychologue, un psychiatre, une assistante sociale et enfin un religieux de l'ennemi de la région. Et à ce moment-là, c'est très important, ça se fera au sein de ce comité d'éthique qui pourra en discuter des cas, de chaque cas. Peut-être qu'il y aura une liste assez exhaustive, mais il y a des cas qui certainement vont poser problème. Et là, il est très important que ce comité d'éthique puisse donner son avis justement sur ce cas-là. Et ça pourrait même se faire au niveau des hôpitaux, de cliniques privées, mais à condition que justement le comité d'éthique puisse donner son accord là-dessus. Enfin, je termine, ma dernière diapositive. Tout cela, si on arrivait à assouplir la loi, je crois qu'il n'y aurait que des retombées positives. D'abord, on travaillera dans de meilleures conditions sanitaires, d'où une réduction de la mortalité maternelle qui est à peu près de 13% en rapport avec l'avortement, une réduction de la mortalité néonatale et des enfants abandonnés et de la délinquance juvénile. On va travailler dans un cadre légal, ça c'est très important. On va avoir une transparence vis-à-vis du monde. Oui, nous avons des problèmes comme tout le monde, nous les avons résolus comme nous avons pu. Et enfin, ça sera un coût moins élevé, aussi bien pour la patiente que pour l'État. Et je vous remercie. Merci.